positionnement théorique et c'est plutôt mes antécédents en psychologie cognitive qui servent dans ce domaine parce que le problème des interruptions, c'est un problème de contrôle cognitif et donc forcément il a à être compris comme tel dans ce qu'il a de bien et dans ce qu'il a de mal. Donc c'est par là qu'on va commencer et puis après je ferai une dizaine de minutes sur les conséquences et comment finalement on peut lire les questions de recherche telles qu'elles se posent aujourd'hui, telles qu'elles se sont posées dans le passé et telles qu'elles se posent aujourd'hui. Alors la première chose, peut-être alors très générale, on va partir d'un entonnoir très général et puis on va essayer de petit à petit aller vers l'objectif. Noam Chomsky, qui est un linguiste, bien sûr, je pense que vous avez ce nom en référence, il a fait une distinction qui est très très importante sur la langue. Il dit tout le monde sait parler français, il ne le dit pas comme ça parce qu'il parle en américain, mais tout le monde sait parler français parce qu'il a une capacité de langue native, et chaque fois qu'il prend la parole, il y a une performance qui est réalisée. On n'est pas sûr d'avoir l'accès aux bons mots, on n'est pas sûr de faire la bonne construction syntaxique. Et donc, il y a une différence entre avoir une compétence et la mettre en jeu en situation. Et ce qui nous intéresse là, c'est les mises en jeu en situation plus que les compétences génériques. Alors, ça a beaucoup influencé la recherche en psychologie cognitive. Hein. On est parti au départ, dans les années 80, sur la compétence, on essayait de comprendre ce qu'était la compétence, et puis petit à petit, avec des prix Nobel qui se sont accumulés, notamment Albert Simon sur la rationalité limitée, on a commencé à se dire que le vrai problème, c'est l'accès à cette compétence en situation et le fait qu'on sache s'en servir dans le contexte. Donc, bien sûr, derrière cet accès, il y a un problème, c'est celui de la gestion de l'attention, donc de ressources limitées, et évidemment, on voit comment on progresse vers l'idée qui nous suit. Alors, c'est clair qu'on travaille, c'est une situation dynamique si on prend l'appellation qu'il y a dans la recherche en psychologie cognitive, et que cette situation dynamique, elle est faite d'imprévus tout le temps. Il y a tout le temps des imprévus qui sont provoqués par soi-même, provoqués par l'extérieur. Les interruptions font partie de ces imprévus, et sont les porteurs aussi d'un contenu d'imprévu. C'est pas juste le mécanisme de l'interruption, mais c'est ce qui est derrière. Alors l'objectif primordial de l'opérateur, c'est de faire son boulot, c'est de maîtriser la situation, avec ce flux d'imprévus. Et si on prend un modèle de référence qui n'a pas été construit hier, qui est de 57 et qui est de Jean Piaget sur les mécanismes d'équilibration, on voit bien qu'il y a deux stratégies, une qui modifie les exigences de la situation pour le maintenir dans le domaine des connaissances et des ressources, on va gérer les priorités, et l'autre qui est plutôt de l'accommodation, c'est on va essayer de modifier les connaissances et les ressources pour satisfaire les exigences de la situation. Et entre les deux, il y a un réglage, et c'est le contrôle cognitif. Et c'est ça qui fait qu'on contrôle les interruptions bien ou qu'on ne les contrôle pas bien. C'est ça qui fait que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement noble d'être interrompu et d'extrêmement utile à la cognition, ou quelque chose qui est véritablement ce qu'on redoute et qui est dangereux. Et tout le long de mon exposé, dans les 20 minutes, c'est ça que je vais vous dire, c'est que dans le fond, l'interruption, ça ne porte pas le malheur. Ça porte le bonheur cognitif, si on sait les gérer, et ça porte le malheur, si on ne sait pas les gérer. Et c'est entre ces deux capacités qu'il y a apprentissage, qu'il y a parfois solution d'assistance, qu'il y a parfois solution encore plus complexe. On va essayer de les voir. Alors la première chose qu'il faut que vous sachiez en psychologie cognitive, on va être extraordinairement simple, hein, c'est que nous avons une attention, un processus attentionnel cognitif, je ne rentrerai pas dans les modèles, qui est lent, très réduit, séquentiel, et qui contraint tout ce qu'on traite de l'environnement en volume et en vitesse. Donc on a une attention qui est très 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 réduite. Et évidemment, il faut faire avec, c'est notre équipement cognitif. Donc comme on doit faire avec, on a heureusement un deuxième canal, qui est un canal de routine, à très haut débit, parallèle, qui est capable de passer des choses extraordinairement sophistiquées. J'ai commencé, quand j'étais chef en psychiatrie, je suis qu'à aller plus loin parce qu'après j'ai bifurqué vers la recherche, mais je faisais des consultations où je pouvais être extrêmement cohérent avec le patient, entièrement routinisé et avec une cognition qui est entièrement dévolue au niveau conscient, au patient suivant ou aux problèmes que j'avais dans le service. C'est dire si la puissance des routines est énorme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des routines qui sont juste un geste, c'est des routines professionnelles qui sont très sophistiquées, qui permettent d'être cohérents avec l'environnement, etc. Donc,
eh ben, il va falloir qu'on gère cette contrainte cognitive. Hein. C'est d'une part une attention réduite et d'autre part un canal de routine très élevé avec évidemment des ressources limitées. L'attention est dite dans le champ conscient, les routines sont dites dans le champ inconscient. C'est un peu banal, mais c'est juste pour situer quand même les niveaux qui sont là. Alors, deuxième modèle qui va nous être bien utile, c'est le modèle qu'a introduit Jens Rasmussen en 1991, donc c'est un vieux modèle, hein. Même il a été introduit avant, il a été introduit en 87, mais vraiment publié en 91. Il vous dit simplement que pour faire le travail, il faut que le cerveau soit activé, qu'il soit réveillé. Activation. Il faut observer la situation, il faut l'identifier, il faut l'interpréter, il faut l'évaluer, il faut définir ce qu'on va faire, il faut choisir une procédure, et puis mettre en route la procédure. On monte et on descend une échelle, c'est le modèle de l'échelle. Step Ladder Model. Et c'est la manière dont on apprend aux gens à travailler. On leur apprend à monter, à descendre des échelles. On utilise toutes les connaissances qu'ils ont, c'est pour ça que ce premier niveau est appelé Knowledge Based. Knowledge Based, toutes les connaissances. C'est un niveau d'apprenti, c'est un niveau de débutant, c'est un niveau qui ne permet pas de faire de travail. C'est un niveau lent, extrêmement lent. Quand on mobilise sans arrêt toutes ces connaissances, c'est un niveau extrêmement lent. Donc dès qu'on arrive, après être allé à l'école de base, dans l'école réelle du travail, on apprend des règles aux gens pour qu'ils ne se reposent pas des questions métaphysiques chaque fois qu'ils font quelque chose. Que quand une infirmière prépare un médicament, elle ne se pose pas des questions de pharmacologie avancée, même si elle a une modeste connaissance, qu'elle ne mobilise pas cette modeste connaissance, parce que sinon, elle va mettre des plombes à préparer son injectable, et il y en a 200 à préparer dans la journée, et c'est les autres qui feront le boulot. Donc il faut essayer d'avoir des règles pratiques. Ça s'appelle comportement basé sur les règles, rule-based behavior, et vous voyez qu'on coupe tout le haut. On ne comprend plus ce qu'on fait, on travaille directement à un niveau plus simple. Et puis la répétition et la répétition vont introduire un troisième niveau, qui est le skill-based behavior, un mode totalement routinier, très expert, totalement routinier, qui ne monte plus l'échelle du tout et qui débite du travail. Évidemment, avec à chacun de ces modes des inconvénients. On voit que le knowledge-based est lent, le rule-based, il faut avoir la bonne règle dans le bon contexte, le skill-based, il faut qu'on ne casse pas la flèche au milieu, parce que si on casse la flèche au milieu, ben, il va y avoir forcément des pertes. Alors encore, et dernier peut-être point de théorie, j'en aurais fini après, c'est à travers le modèle de la vision, le fractal du fonctionnement cognitif qu'il représente. On a mis 110 ans, depuis Dalton, à comprendre les voies visuelles, et on a essentiellement compris les voies vertes, c'est-à-dire les voies analytiques ventrales, c'est-à-dire des voies qui sont véritablement des voies qui analysent le signal visuel. Vous savez que les yeux transmettent avec une amplification filtrage en sous-cortical aux aires occipitales. Dans les aires occipitales, on a une analyse qui est uniquement en matière de traits, c'était un premier prix Nobel, qui va progressivement donner un signal qui se met en 3D, c'est un deuxième prix Nobel, avant d'arriver à l'ère V4 intégratrice qui prend sur ce chemin vert, qui enrichit le signal en 3D avec les autres perceptions sensorielles, troisième prix Nobel, pour arriver sur les aires qui sont en bas, là où vous voyez la courbe verte s'infléchir vers le bas, qui sont les aires du langage, qui sont le dictionnaire qui donne le sens à ce qui est jusque-là pas compris, et puis pour finalement devoir être interprété dans le contexte par une mémoire de contexte qui est en frontal, quatrième prix Nobel, et pour avoir après une aire motrice qui donne le signal d'action. Et on s'est aperçu en 1990, par des travaux en partie français, en partie américains, que ce n'était pas cette voie qui était utilisée par les gens qui sont en couplage normal avec l'activité. Elle est lente, elle est bien trop lente, elle est très analytique, c'est une capacité, mais ce n'est pas la voie qu'on utilise. Ce qu'on utilise, c'est une voie qui est frayée en dorsale, qui est une voie routinière, qui ne fait plus aucune analyse et qui va accélérer finalement à chaque fois la réponse dans la situation. Donc, ce qui est vrai pour la vision est vrai pour toute la cognition. On est là sur un modèle fractal de cognition. Et c'est très important que vous compreniez ça parce qu'à la fois, on a une tentation de la rationalité externe quand on regarde les gens travailler, et on croit qu'ils passent tous, ou qu'ils devraient tous passer par la voie verte, alors que dans la réalité, c'est les mettre en mauvaise situation
que de vouloir leur faire passer par la voie verte, parce qu'elle est trop lente, elle est trop inadaptée au travail. Et je ferai juste là une première incise en vous disant, sûrement pas comme réponse, faites attention mieux à ce que vous faites et gérez mieux les interruptions en les prenant systématiquement avec un système attentionnel. Parce que ça, je vous garantis que vous arrêtez de travailler. C'est pas humain. Donc c'est pas ça la réponse. Et c'est ça qui est compliqué aussi. C'est que les choses simples, c'est pas les bonnes réponses. Et donc il faut voir quelles sont les bonnes réponses. Alors 7 résultats importants de cette analyse rapide de nos capacités. La cognition s'expose à des limites. Ça, c'est une banalité en mémoire à long terme, en mémoire de travail, en vitesse de traitement. L'anticipation est une manière de contourner cette limite. Quand vous savez ce que vous allez faire, vous avez préparé un treillis de routine, vous avez préparé un certain nombre de solutions qui vont ne pas nécessiter de ressources au moment où vous rencontrez le problème. Donc vous travaillez en anticipant ce qui va vous arriver. Bien sûr, en permanence, ce qui fait le boulot, c'est les routines. C'est vrai pour le médecin, c'est vrai pour le professeur, c'est vrai pour... Je peux mettre tous mes chapeaux autour de la tête, c'est vrai pour tous mes chapeaux, c'est vrai pour tous vos chapeaux, c'est vrai quand vous conduisez, c'est vrai quand vous pensez à n'importe quoi, et que vous le faites sans qu'il y ait un investissement vraiment focalisé, c'est vos routines qui vont le faire. Elles sont parallélisées, elles débitent, elles peuvent être à la fois sur la conduite immédiate, la préparation d'un injectable, et sur quelque chose qui est en même temps pensé de façon automatisée au cycle de travail qui est derrière, aux chambres qu'il va falloir faire, etc. Et tout ça est routiné. Et il y a du coup rien qui prend l'attention. Rien qui prend l'attention. Et l'attention, vous l'occupez, comme vous le faites pour une partie de cette salle, à penser à des choses qui sont complètement privées. C'est-à-dire des objets qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte, rien à voir avec même la situation, mais qui vous font plaisir sur l'instant et qui vous ont retraversé l'esprit parce qu'il faut les gérer, que c'est votre problème de ce soir. Donc l'attention, ce n'est pas un objet qui est juste centré sur l'immédiat. Quand on fait des analyses au niveau de la littérature, le caractère attentionnel de la conduite d'une tâche, c'est 20% dans l'immédiat et 80% ailleurs. Le ailleurs, c'est privé et à anticiper ce qui va être à faire dans quelques minutes ou quelques heures. C'est paradoxal, hein? Et en fait, tout l'immédiat est traité par les routines. Donc vous traitez l'immédiat par les routines, et puis vous avez l'attention qui est libérée au maximum pour passer ou sur des pensées privées ou sur des objets qui sont des objets du travail, mais qu'il va y avoir à consacrer dans 1 minute, dans 5 minutes, dans 10 minutes, et qui demandent vraiment de réfléchir, et qui demandent donc la part consciente. Et donc, évidemment, le problème, c'est que très souvent, il y a des conflits entre les pensées privées et les pensées liées à la tâche en cours, parce qu'il y a des moments où il faut quand même revenir dans la tâche en cours, donc vous êtes obligé d'arrêter ce qui était sympathique, c'était éventuellement de penser à sa soirée, ce qui était aussi sympathique, c'était, et nécessaire, c'est de penser à ce qui va se passer sur la pile qui s'est accumulée dans votre bureau pendant que vous êtes ici, et qui va nécessiter 1 heure de travail, et vous y pensez maintenant, parce que de la manière dont vous le pensez, vous le régulez aussi à l'avance. Et ça, c'est de l'attention. C'est de l'attention du moment. Mais évidemment, elle n'est pas sur ce que je dis moi, elle est sur un autre objet qui est que je ne dis pas moi. Et évidemment, il y a le contrôle cognitif derrière tout ça. Et le 3 dernier résultat, c'est que la résolution des cas non standards est rare dans le travail. Le travail, il n'est pas chaotique. On est tous dans des boulots qui se répètent tous les jours. Et ce n'est pas la particularité du patient, sauf s'il est vraiment exceptionnel, qui fait que c'est chaotique. Notre boulot, c'est de voir des patients, et si on est en réa, de voir des patients qui sont tous particuliers. Donc c'est de la routine aussi, hein. De mettre des voies veineuses, d'aller faire un prélèvement artériel, ou de mettre une voie centrale, ou de faire des soins sur un pansement, c'est de la routine. Bien sûr, il faut le programmer, donc il y a une partie attentionnelle qui est parfois faite à l'avance, mais une fois qu'on est dedans, faire un pansement, le contrôle attentionnel mobilisant la condition réelle, il est modeste, parce que vous en faites tous les jours, et que bon, vous les faites bien. Et donc, c'est un premier point que le monde n'est pas chaotique. Le travail sans erreur, la compréhension totale n'est pas un objectif humain. On a des tas d'erreurs qui se commettent en permanence, et ce qui compte, c'est de les voir et de les récupérer au fil de l'eau. Et donc, il y a tout un travail de récupération au fil de l'eau qui est très important. Et l'expérience, l'affordance du monde physique sont des points importants, on va en reparler très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affordance ? Et je vais vous dire, voilà un exemple. C'est un travail qu'on a fait dans le nucléaire. On a modélisé une centrale nucléaire dans tous ses couloirs.
on a pris des photos, et on a fait après travailler des gens qui sont des rondiers. Voilà, les rondiers, je peux vous dire qu'ils connaissent les couloirs, hein. C'est leur job. Hein. Donc, tous les jours, ils sont en routine dans les couloirs, et ils ont une simulation où chaque fois qu'ils cliquent, ils avancent d'1 mètre, et on leur demande d'aller dans un couloir particulier, donc ils avancent jusqu'à ce qu'ils soient là où ils ont besoin. Et on a vérifié si on changeait l'environnement, les couleurs des murs, un certain nombre de choses, quand c'est qu'ils disaient « Ah mais là c'est pas comme d'habitude, je ne peux pas y aller parce que je ne retrouve plus les enfants. » Et bien c'est incroyable, vous pouvez changer quasiment n'importe quoi dans les couloirs, ils y vont toujours, sauf si vous avez supprimé un tag ou des objets qui n'ont rien à voir avec ce que vous croyez être la signalisation officielle. Parce qu'ils ont des repères dans leur routine qui sont ancrés sur des objets affordants du monde, des objets qu'il y a dans le monde et qui les guident comme ça. Et si vous touchez à ces objets-là, ils sont là. Parce que ça, c'est vraiment les choses qu'ils vont consciemment récupérer pour réguler leur routine, pour avancer leur routine. Par contre, la place d'un compteur électrique, ils ne vont pas la regarder, ils ne savent pas où il est et ça ne les intéresse pas. Et c'est pas ça qui les guide. Alors donc, en synthèse, au total, on a un fonctionnement cognitif optimal qui est en fait une suffisance finalisée. Donc la performance locale maximale de votre cognition est rarement exigée. Franchement, vous n'êtes quasiment jamais en utilisation maximale de votre cognition. Heureusement, parce que l'épuisement, il viendrait comme une sanction quasi immédiate. Et vous ne le feriez pas à 8 heures de travail. Pour faire 8 heures de travail, il faut travailler à 60% de régime. Avec des pointes, hein, mais très souvent vous êtes chargé à 30%, 40%, et puis il y a des choses qui montent à 80%, mais vous êtes obligé cognitivement de ménager le temps pour tenir le temps. Et donc il y a une logique de suffisance, et donc vous allez en approximation gérer cette suffisance. Vous n'allez pas tout considérer dans le monde, vous n'allez pas tout gérer en matière de rationalité et essayer de tout comprendre, et vous allez faire pas mal de contrôle d'exécution en boucle ouverte. Ça permet finalement d'être dans le tempo du job et de le faire correctement. Alors voilà, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. J'ai beaucoup contribué quand j'étais jeune. C'était mon premier thème de recherche. Donc on a beaucoup travaillé, mais évidemment il y a des très grands auteurs qui ont fondé ce niveau du contrôle cognitif. Et c'est forcément un point qui est derrière interruption. Alors pourquoi, si vous n'avez pas fait le rapprochement, il est derrière interruption? Parce qu'interruption nécessite contrôle cognitif. Et que vous ne pouvez pas traiter le problème de l'interruption si vous n'avez pas compris ce que c'est que le contrôle cognitif. Puisque le problème de l'interruption, c'est un problème de contrôle cognitif. Quel que soit ce que vous mettez dedans, c'est un problème de contrôle cognitif. Et vous avez un treillis de routine qui tourne, qui peut être la victime de l'interruption, puisque dans l'interruption, vous allez casser les ancrages dans l'environnement du treillis de routine. Et le premier risque, c'est que le treillis de routine qui tourne tout seul, ayant perdu temporairement ses ancrages, soit interrompu automatiquement par la cognition et qu'il n'y ait pas de rebranchement. Et donc, c'est le premier risque sur les routines, le treillis de routine de toute interruption, indépendamment de ce qu'il y a dedans. Le deuxième risque, c'est que évidemment, il y ait besoin de mettre un niveau attentionnel alors qu'il est déjà requis pour faire autre chose et qu'il est tout petit. Et donc, vous allez effracter le niveau qui, lui, est le niveau attentionnel. Alors, il faut voir, justement, comment on peut gérer ce problème. Alors, à quoi servent les interruptions? Eh bien, le premier point, c'est qu'elles servent à plein de choses utiles. La première, c'est que si vous ne faites pas d'interruption, jamais, les gens s'endorment. Théorie de Bremer, sous-activation cognitive, monotonie reprise dans une énorme littérature sur l'automatisation. S'il n'y a jamais d'interruption, les gens s'endorment. Et donc ça, c'est not good. Donc, welcome les interruptions. Welcome qui est quand même un peu de stimulation externe et qui est une vie externe. Parce que s'il n'y a rien externe et qu'on vous cesse sur une chaise juste à penser, ça ne va pas le faire très longtemps, vous allez vous endormir. Deuxièmement, évidemment, il y a dans les interruptions une réindexation des priorités. Parce qu'elles portent un contenu, les interruptions. Et que la capacité d'alerte externe ou interne est une interruption qu'il faut savoir saisir.
s'il y a des choses nouvelles dans l'environnement, ou des choses nouvelles à prendre en compte dans son raisonnement, ce sont des mécanismes d'interruption qui sont extrêmement positifs. Et comment voulez-vous faire passer une alerte, une alarme, et cette énorme littérature qui est derrière, si vous ne traitez pas de l'interruption? C'est l'outil pour faire passer le fait qu'il y ait une alarme. Il faut interrompre. Alors ça peut être une interruption qui est juste sur une alarme ponctuelle, ça peut être carrément une volonté de débrancher l'opérateur en lui faisant changer sa priorité de ce qu'il avait programmé pour aller sur autre chose. Celui de son positionnement théorique, et c'est plutôt mes antécédents en psychologie cognitive qui servent dans ce domaine, parce que le problème des interruptions, c'est un problème de contrôle cognitif. Et donc, forcément, il a à être compris comme tel dans ce qu'il a de bien et dans ce qu'il a de mal. Donc, c'est par là qu'on va commencer. Et puis après, je ferai une dizaine de minutes sur les conséquences et comment, finalement, on peut lire les questions de recherche telles qu'elles se posent aujourd'hui, telles qu'elles se sont posées dans le passé, telles qu'elles se posent aujourd'hui. Alors la première chose, peut-être alors très générale, on va partir d'un entonnoir très général et puis on va essayer de petit à petit aller vers l'objectif. Noam Chomsky, qui est un linguiste, bien sûr, je pense que vous avez ce nom en référence, il a fait une distinction qui est très très importante sur la langue. Il dit tout le monde sait parler français. Il ne le dit pas comme ça parce qu'il parle en américain, mais tout le monde sait parler français parce qu'il a une capacité de langue native. Et chaque fois qu'il prend la parole, il y a une performance qui est réalisée. On n'est pas sûr d'avoir l'accès aux bons mots. On n'est pas sûr de faire la bonne construction syntaxique. Et donc, il y a une différence entre avoir une compétence et la mettre en jeu en situation. Et ce qui nous intéresse là, c'est les mises en jeu en situation plus que les compétences génériques. Alors ça a beaucoup influencé la recherche en psychologie cognitive. Hein. On est parti au départ, dans les années 80, sur la compétence, on essayait de comprendre ce qu'était la compétence, et puis petit à petit, avec des prix Nobel qui se sont accumulés, notamment Albert Simon sur la rationalité limitée, on a commencé à se dire que le vrai problème, c'est l'accès à cette compétence en situation, et le fait qu'on sache s'en servir dans le contexte. Donc, bien sûr, derrière cet accès, il y a un problème, c'est celui de la gestion de l'attention, donc de ressources limitées, et évidemment, on voit comment on progresse vers l'idée qui nous est. Alors, c'est clair qu'on travaille, c'est une situation dynamique, si on prend l'appellation qu'il y a dans la recherche en psychologie cognitive, et que cette situation dynamique, elle est faite d'imprévus tout le temps. Il y a tout le temps des imprévus qui sont provoqués par soi-même, provoqués par l'extérieur. Les interruptions font partie de ces imprévus et sont les porteurs aussi d'un contenu d'imprévu. C'est pas juste le mécanisme de l'interruption, mais c'est ce qui est derrière. Alors l'objectif primordial de l'opérateur, c'est de faire son boulot, c'est de maîtriser la situation avec ce flux d'imprévus. Et si on prend un modèle de référence qui est évidemment qui n'a pas été construit hier, qui est de 57 et qui est de Jean Piaget sur les mécanismes d'équilibration, on voit bien qu'il y a deux stratégies, une qui modifie les exigences de la situation pour le maintenir dans le domaine des connaissances et des ressources, on va gérer les priorités, et l'autre qui est plutôt de l'accommodation, c'est on va essayer de modifier les connaissances et les ressources pour satisfaire les exigences de la situation, et entre les deux, il y a un réglage, et c'est le contrôle cognitif. Et c'est ça qui fait qu'on contrôle les interruptions bien ou qu'on ne les contrôle pas bien. C'est ça qui fait que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement noble d'être interrompu et d'extrêmement utile à la cognition, ou quelque chose qui est véritablement ce qu'on redoute et qui est dangereux. Et tout le long de mon exposé, dans les 20 minutes, c'est ça que je vais vous dire, c'est que dans le fond, l'interruption, ça ne porte pas le malheur. Ça porte le bonheur cognitif, si on sait les gérer, et ça porte le malheur si on ne sait pas les gérer. Et c'est entre ces deux capacités qu'il y a apprentissage, qu'il y a parfois solution d'assistance, qu'il y a parfois solution encore plus complexe. On va essayer de les voir. Alors la première chose qu'il faut que vous sachiez en psychologie cognitive, on va être extraordinairement simple, hein, c'est que nous avons une attention, un processus attentionnel cognitif, je ne rentrerai pas dans les modèles, qui est lent, très réduit, séquentiel, et qui contraint tout ce qu'on traite de l'environnement en volume et en vitesse. Donc on a une attention qui est très 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 réduite. Et évidemment, il faut faire avec, c'est notre équipement cognitif. Donc comme on doit faire avec, on a heureusement un deuxième canal, qui est un canal de routine, à très haut débit, parallèle,
qui est capable de passer des choses extraordinairement sophistiquées. J'ai commencé, quand j'étais chef en psychiatrie, je suis guère allé plus loin parce qu'après j'ai bifurqué vers la recherche, mais je faisais des consultations où je pouvais être extrêmement cohérent avec le patient, entièrement routinisé et avec une cognition qui est entièrement dévolue au niveau conscient, au patient suivant, aux problèmes que j'avais dans le service. C'est dire si la puissance des routines est énorme, c'est-à-dire que ce ne sont pas des routines qui sont juste un geste, c'est des routines professionnelles qui sont très sophistiquées, qui permettent d'être cohérents avec l'environnement, etc. Donc, il va falloir qu'on gère cette contrainte cognitive. Hein. C'est d'une part une attention réduite et d'autre part un canal de routine très élevé avec évidemment des ressources limitées. L'attention est dite dans le champ conscient, les routines sont dites dans le champ inconscient. C'est un peu banal, mais c'est juste pour situer quand même les niveaux qui sont là. Alors, deuxième modèle qui va nous être bien utile, c'est le modèle qu'a introduit Jens Rasmussen en 1991, donc c'est un vieux modèle, hein. Même il a été introduit avant, il a été introduit en 87, mais vraiment publié en 91. Il vous dit simplement que pour faire le travail, il faut que le cerveau soit activé, qu'il soit réveillé. Activation. Il faut observer la situation, il faut l'identifier, il faut l'interpréter, il faut l'évaluer, il faut définir ce qu'on va faire, il faut choisir une procédure, et puis mettre en route la procédure. On monte et on descend une échelle, c'est le modèle de l'échelle. Step ladder model. Et c'est la manière dont on apprend aux gens à travailler. On leur apprend à monter et à descendre des échelles. On utilise toutes les connaissances qu'ils ont, c'est pour ça que ce premier niveau est appelé knowledge based. Knowledge based, toutes les connaissances. C'est un niveau d'apprenti, c'est un niveau de débutant, c'est un niveau qui ne permet pas de faire de travail. C'est un niveau lent, extrêmement lent. Quand on mobilise sans arrêt toutes ces connaissances, c'est un niveau extrêmement lent. Donc dès qu'on arrive, après être allé à l'école de base, dans l'école réelle du travail, on apprend des règles aux gens pour qu'ils ne se reposent pas des questions métaphysiques chaque fois qu'ils font quelque chose. Que quand une infirmière prépare un médicament, elle ne se pose pas des questions de pharmacologie avancée, même si elle a une modeste connaissance, qu'elle ne mobilise pas cette modeste connaissance, parce que sinon, elle va mettre des plombes à préparer son injectable, et il y en a 200 à préparer dans la journée, et c'est les autres qui feront le boulot. Donc il faut essayer d'avoir des règles pratiques. Ça s'appelle un comportement basé sur les règles, rule-based behavior, et vous voyez qu'on coupe tout le haut. On ne comprend plus ce qu'on fait, on travaille directement à un niveau plus simple. Et puis la répétition et la répétition vont introduire un troisième niveau, qui est le skill-based behavior, un mode totalement routinier, très expert, totalement routinier, qui ne monte plus l'échelle du tout et qui débite du travail. Évidemment, avec à chacun de ces modes des inconvénients. On voit que le knowledge-based est lent, le rule-based, il faut avoir la bonne règle dans le bon contexte, le skill-based, il faut qu'on ne casse pas la flèche au milieu, parce que si on casse la flèche au milieu, il va y avoir forcément des pertes. Alors encore, et dernier peut-être point de théorie, j'en aurais fini après, c'est à travers le modèle de la vision, le fractal de fonctionnement cognitif qu'il représente. On a mis 110 ans, depuis Dalton, à comprendre les voies visuelles, et on a essentiellement compris les voies vertes, c'est-à-dire les voies analytiques ventrales, c'est-à-dire des voies qui sont véritablement des voies qui analysent le signal visuel. Vous savez que les yeux transmettent avec une amplification filtrage en sous-cortical aux aires occipitales. Dans les aires occipitales, on a une analyse qui est uniquement en matière de traits, c'était un premier prix Nobel, qui va progressivement donner un signal qui se met en 3D, c'est un deuxième prix Nobel, avant d'arriver à l'ère V4 intégratrice qui prend sur ce chemin vert, qui enrichit le signal en 3D avec les autres perceptions sensorielles, troisième prix Nobel, pour arriver sur les aires qui sont en bas, là où vous voyez la courbe verte s'infléchir vers le bas, qui sont les aires du langage, qui sont le dictionnaire qui donne le sens à ce qui est jusque-là pas compris, et puis pour finalement devoir être interprété dans le contexte par une mémoire de contexte qui est en frontal, quatrième prix Nobel, et pour avoir après une aire motrice qui donne le signal d'action. Et on s'est aperçu en 1990, par des travaux en partie français, en partie américains,
que ce n'était pas cette voie qui était utilisée par les gens qui sont en couplage normal avec l'activité. Elle est lente, elle est bien trop lente, elle est très analytique, c'est une capacité, mais ce n'est pas la voie qu'on utilise. Ce qu'on utilise, c'est une voie qui est frayée en dorsale, qui est une voie routinière, qui ne fait plus aucune analyse et qui va accélérer finalement à chaque fois la réponse dans la situation. Donc, ce qui est vrai pour la vision est vrai pour toute la cognition. On est là sur un modèle fractal de cognition. Et c'est très important que vous compreniez ça parce qu'à la fois, on a une tentation de la rationalité externe quand on regarde les gens travailler, et on croit qu'ils passent tous, ou qu'ils devraient tous passer par la voie verte, alors que dans la réalité, c'est les mettre en mauvaise situation que de vouloir leur faire passer par la voie verte, parce qu'elle est trop lente, elle est trop inadaptée au travail. Et je ferai juste là une première incise en vous disant, sûrement pas comme réponse, faites attention mieux à ce que vous faites et gérez mieux les interruptions en les prenant systématiquement avec un système attentionnel. Parce que ça, je vous garantis que vous arrêtez de travailler. C'est pas humain. Donc c'est pas ça la réponse. Et c'est ça qui est compliqué aussi. C'est que les choses simples, c'est pas les bonnes réponses. Et donc il faut voir quelles sont les bonnes réponses. Alors 7 résultats importants de cette analyse rapide de nos capacités. La cognition, c'est soit des ça, c'est une banalité en mémoire à long terme, en mémoire de travail, en vitesse de traitement. L'anticipation est une manière de contourner cette limite. Quand vous savez ce que vous allez faire, vous avez préparé un treillis de routine, vous avez préparé un certain nombre de solutions qui vont ne pas nécessiter de ressources au moment où vous rencontrez le problème. Donc vous travaillez en anticipant ce qui va vous arriver. Bien sûr, en permanence, ce qui fait le boulot, c'est les routines. C'est vrai pour le médecin, c'est vrai pour le professeur, c'est vrai pour... Je peux mettre tous mes chapeaux autour de la tête, c'est vrai pour tous mes chapeaux, c'est vrai pour tous vos chapeaux, c'est vrai quand vous conduisez, c'est vrai quand vous pensez à n'importe quoi, et que vous le faites sans qu'il y ait un investissement vraiment focalisé, c'est vos routines qui vont le faire. Elles sont parallélisées, elles débitent, elles peuvent être à la fois sur la conduite immédiate, la préparation d'un injectable, et sur quelque chose qui est en même temps pensé de façon automatisée au cycle de travail qui est derrière, aux chambres qu'il va falloir faire, etc. Et tout ça est routinier. Et il y a du coup rien qui prend l'attention. Rien qui prend l'attention. Et l'attention, vous l'occupez, comme vous le faites pour une partie de cette salle, à penser à des choses qui sont complètement privées. C'est-à-dire des objets qui n'ont rien à voir avec ce que je raconte, rien à voir avec même la situation, mais qui vous font plaisir sur l'instant et qui vous ont retraversé l'esprit parce qu'il faut les gérer, que c'est votre problème de ce soir. Donc l'attention, ce n'est pas un objet qui est juste centré sur l'immédiat. Quand on fait des analyses au niveau de la littérature, le caractère attentionnel de la conduite d'une tâche, c'est 20% dans l'immédiat et 80% ailleurs. Le ailleurs, c'est privé et à anticiper ce qui va être à faire dans quelques minutes ou quelques heures. C'est paradoxal, hein? Et en fait, tout l'immédiat est traité par les routines. Donc vous traitez l'immédiat par les routines, et puis vous avez l'attention qui est libérée au maximum pour passer ou sur des pensées privées ou sur des objets qui sont des objets du travail, mais qu'il va y avoir à consacrer dans 1 minute, dans 5 minutes, dans 10 minutes, et qui demandent vraiment de réfléchir, et qui demandent donc la part consciente. Et donc, évidemment, le problème, c'est que très souvent, il y a des conflits entre les pensées privées et les pensées liées à la tâche en cours, parce qu'il y a des moments où il faut quand même revenir dans la tâche en cours, donc vous êtes obligé d'arrêter. Ce qui était sympathique, c'était éventuellement de penser à sa soirée. Ce qui était aussi sympathique, c'était, et nécessaire, c'est de penser à ce qui va se passer sur la pile qui s'est accumulée dans votre bureau pendant que vous êtes ici, et qui va nécessiter 1 heure de travail, et vous y pensez maintenant, parce que de la manière dont vous le pensez, vous le régulez aussi à l'avance. Et ça, c'est de l'attention. C'est de l'attention du moment. Mais évidemment, elle n'est pas sur ce que je dis moi, elle est sur un autre objet qui est ce que je ne dis pas moi. Et évidemment, il y a le contrôle cognitif derrière tout ça. Les 3 derniers résultats, c'est que la résolution des cas non standards est rare dans le travail. Le travail, il n'est pas chaotique. On est tous dans des boulots qui se répètent tous les jours. Et ce n'est pas la particularité du patient, sauf s'il est vraiment exceptionnel, qui fait que c'est chaotique. Notre boulot, c'est de voir des patients, et si on est en réa, de voir des patients qui sont tous particuliers. Donc c'est de la routine aussi, hein. De mettre des voies veineuses, d'aller faire un prélèvement artériel, ou de mettre une voie centrale, ou de faire des soins sur un pansement, c'est de la routine. Bien sûr, il faut le programmer, donc il y a une partie attentionnelle qui est parfois faite à l'avance, mais une fois qu'on est dedans, pour faire un pansement,
le contrôle attentionnel mobilisant la condition réelle, il est modeste, parce que vous en faites tous les jours et que bon, vous les faites bien. Et donc, c'est un premier point que le monde n'est pas chaotique. Le travail sans erreur, la compréhension totale n'est pas un objectif humain. On a des tas d'erreurs qui se commettent en permanence, et ce qui compte, c'est de les voir et de les récupérer au fil de l'eau. Et donc, il y a tout un travail de récupération au fil de l'eau qui est très important. Et l'expérience, l'affordance du monde physique sont des points importants, on va en reparler très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affordance? Je vais vous dire, voilà un exemple. C'est un travail qu'on a fait dans le nucléaire. On a modélisé une centrale nucléaire dans tous ces couloirs. On a pris des photos et on a fait après travailler des gens qui sont des rondiers. Voilà, les rondiers, je peux vous dire qu'ils connaissent ces couloirs, hein. C'est leur job. Hein. Donc, tous les jours, ils sont en routine dans les couloirs et ils ont une simulation où chaque fois qu'ils cliquent, ils avancent d'1 mètre et on leur demande d'aller dans un couloir particulier, donc ils avancent jusqu'à ce qu'ils soient là où ils ont besoin. Et on a vérifié si on changeait l'environnement, les couleurs des murs, un certain nombre de choses, quand c'est qu'ils disaient « Ah mais là c'est pas comme d'habitude, je ne peux pas y aller parce que je ne retrouve plus les enfants. » Et bien c'est incroyable, vous pouvez changer quasiment n'importe quoi dans les couloirs, ils y vont toujours, sauf si vous avez supprimé un tag ou des objets qui n'ont rien à voir avec ce que vous croyez être la signalisation officielle. Parce qu'ils ont des repères dans leur routine qui sont ancrés sur des objets affordants du monde, des objets qu'il y a dans le monde et qui les guident comme ça. Et si vous touchez à ces objets-là, ils sont bloqués. Parce que ça, c'est vraiment les choses qu'ils vont consciemment récupérer pour réguler leur routine, pour avancer leur vie. Par contre, la place d'un compteur électrique, ils ne vont pas la regarder, ils ne savent pas où il est et ça ne les intéresse pas. Et c'est pas ça qui les guide. Alors donc, en synthèse, au total, on a un fonctionnement cognitif optimal qui est en fait une suffisance finalisée. Donc la performance locale maximale de votre cognition est rarement exigée. Franchement, vous n'êtes quasiment jamais en utilisation maximale de votre cognition. Heureusement, parce que l'épuisement, il viendrait comme une sanction quasi immédiate. Et vous ne le feriez pas à 8 heures de travail. Pour faire 8 heures de travail, il faut travailler à 60% de régime. Avec des pointes, hein, mais très souvent vous êtes chargé à 30%, 40%, et puis il y a des pointes qui montent à 80%, mais vous êtes obligé cognitivement de ménager le temps pour tenir le temps. Et donc il y a une logique de suffisance, et donc vous allez en approximation gérer cette suffisance. Vous n'allez pas tout considérer dans le monde, vous n'allez pas tout gérer en matière de rationalité et essayer de tout comprendre, et vous allez faire pas mal de contrôle d'exécution en boucle ouverte. Ça permet finalement d'être dans le tempo du job et de le faire correctement. Alors voilà, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. J'ai beaucoup contribué quand j'étais jeune. C'était mon premier thème de recherche. Et, donc on a beaucoup travaillé, mais évidemment il y a des très grands auteurs qui ont fondé ce niveau du contrôle cognitif. Et c'est forcément un point qui est derrière interruption. Alors pourquoi, si vous n'avez pas fait le rapprochement, il est derrière interruption? Parce qu'interruption nécessite contrôle cognitif. Et que vous ne pouvez pas traiter le problème de l'interruption si vous n'avez pas compris ce que c'est que le contrôle cognitif. Puisque le problème de l'interruption, c'est un problème de contrôle cognitif. Quel que soit ce que vous mettez dedans, c'est un problème de contrôle cognitif. Et vous avez un treillis de routine qui tourne, qui peut être la victime de l'interruption, puisque dans l'interruption, vous allez casser les ancrages dans l'environnement du treillis de routine. Et le premier risque, c'est que le treillis de routine qui tourne tout seul, ayant perdu temporairement ses ancrages, soit interrompu automatiquement par la cognition et qu'il n'y ait pas de rebranchement. Et donc, c'est le premier risque sur les routines, le treillis de routine de toute interruption, indépendamment de ce qu'il y a dedans. Le deuxième risque, c'est que évidemment, il y ait besoin de mettre un niveau attentionnel alors qu'il est déjà requis pour faire autre chose et qu'il est tout petit. Et donc, vous allez effracter le niveau qui, lui, est le niveau attentionnel. Alors, il faut voir, justement, comment on peut gérer ce problème. Alors, à quoi servent les interruptions? Eh bien, le premier point, c'est qu'elles servent à plein de choses utiles. La première, c'est que si vous ne faites pas d'interruption, jamais les gens s'endorment.
théorie de Bremer, sous-activation cognitive, monotonie reprise dans une énorme littérature sur l'automatisation. S'il n'y a jamais d'interruption, les gens s'entendent. Et donc ça, c'est not good. Donc welcome les interruptions. Welcome qui est quand même un peu de stimulation externe et qui est une vie externe. Parce que s'il n'y a rien externe et qu'on vous cesse sur une chaise juste à penser, ça ne va pas le faire très longtemps, vous allez vous endormir. Deuxièmement, évidemment, il y a dans les interruptions une réindexation des priorités. Parce qu'elles portent un contenu, les interruptions. Et que la capacité d'alerte externe ou interne est une interruption qu'il faut savoir saisir. S'il y a des choses nouvelles dans l'environnement, ou des choses nouvelles à prendre en compte dans son raisonnement, ce sont des mécanismes d'interruption qui sont extrêmement positifs. Et comment voulez-vous faire passer une alerte, une alarme, et cette énorme littérature qui est derrière, si vous ne traitez pas de l'interruption? C'est l'outil pour faire passer le fait qu'il y ait une alarme. Il faut interrompre. Consigne, blocage dur, dans certains cas, par exemple, on peut imaginer, on ne le fait pas, hein, on pourrait imaginer que la porte du bloc, quand on est en lumière bleue sur des parties difficiles de l'intervention, elle est bloquée. Elle se bloque. Se bloque avec la lumière bleue. Vous appuyez, ça bloque la porte. Plus personne ne peut rentrer sortir. Personne ne le fait, mais on pourrait l'imaginer. Éducation dans l'interruption, donc évidemment gros travail que Franck va nous redonner, hein, attendre le bon moment pour interrompre, rappeler la personne interrompue là où elle en est, enfin bon, il y a plein de choses pratiques sur l'apprentissage de comment on s'interrompt et comment on empêche l'autre de faire une erreur derrière son interruption qui était vertueuse. Hein. On avait envie d'interrompre, il fallait interrompre, mais pour autant on protège pour qu'il n'y ait pas d'erreur à la sortie. Apprendre le refus d'interruption. Travailler dans un environnement affordant qui, par sa constitution, rappelle où en était le sujet au moment où il a été interrompu, donc vous vous y retrouvez. Par exemple, tant que vous n'avez pas fini une dilution, eh bien la seringue elle est colorée en rouge et elle passe en vert à la fin de la dilution. Bon, c'est de la techno-affordance, mais voilà, ça peut arriver, hein. On peut faire des recherches là-dessus. Il y a des Guétan ou certains autres labos qui commencent à réfléchir sur ces choses-là. Donc ce n'est pas des espaces vides. Et travailler sur les marqueurs de progression de la tâche par l'informatique aussi, dire voilà, vous en étiez là, quand ça vous l'avez validé, ça c'est pas validé, il faut revenir à ce point-là, parce que le reste c'est pas validé. Lutter contre la compétition d'intérêt, c'est apprendre à gérer le temps. Donc il y a une énorme littérature sur la gestion du téléphone, les tâches récurrentes, la gestion des minutes à suivre, la reprogrammation après interruption. Et donc évidemment, c'est derrière tout ça l'apprendre à mieux contrôler cognitivement et à mieux gérer ses priorités. Il y a des formations qui existent. Hein. Il y a des formations en aviation de combat, j'ai mis au point dans le temps. Dans les métiers où c'est vraiment vital. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes jamais un bon pilote de combat. Si vous ne savez pas gérer le temps et les interruptions, vous n'êtes pas un bon pilote de combat parce que vous allez en avoir et à la troisième, vous êtes mort si vous ne savez pas gérer. Donc il faut savoir gérer et ça s'apprend plus formellement et c'est des domaines dans lesquels il y a eu un certain nombre de travail. Lutter contre l'isolement et l'absence de dialogue dans l'équipe. Évidemment, il faut apprendre à se donner le temps de gestion du collectif. Il y a un énorme travail sur consignes, instructions, partage d'informations entre équipes montantes et descendantes. Et une pratique systématique de ce que les Américains appellent des huddles, mais qui sont des débriefings courts, qui sont des interruptions programmées, programmatiques finalement, dans la manière dont on s'organise dans l'équipe, pour se mettre au courant. Et il faut qu'on arrive à les gérer. Il ne faut pas dire je ne veux pas d'interruption sur ces trucs-là. C'est pire que de ne pas se mettre au courant. Évidemment, c'est des effets de culture derrière. Juste pour vous rappeler qu'en France, cette enquête URPS de 2012 sur l'Île-de-France, sur les médecins généralistes, donne une idée quand même de l'amplitude et du savoir-faire qu'il faut mettre derrière. 7 heures au téléphone avec leurs patients par semaine chez les généralistes. 77%, alors donc ils répondent à 15 appels téléphoniques externes, ils en produisent eux-mêmes un certain nombre. Et malgré tout ça, le système ne fait que croître puisqu'ils ouvrent massivement, et ça c'était en 2012, leur portable et leur mail. Donc ils ont plein de raisons d'être interrompus. Donc évidemment il y a des problèmes. Pour vous dire que la littérature s'est infléchie très significativement en médecine depuis 2 ans, ça fait pas beaucoup, donc depuis 2014. En gros avant 2014, interruption c'est très mal. Et il faut supprimer toutes les interruptions et la recherche c'est réduire les interruptions. À partir de 2014 on a dit des conneries. D'abord on va lire ce qu'a dit l'industrie. Et si on supprime toutes les interruptions en médecine, on va tuer du patient. Hein, parce qu'il y a plein de bonnes alertes qui arrivent par les interruptions, donc si on n'en prend aucune, ça ne va pas être bon pour le résultat. Donc
Vous avez cet article qui est un bel exemple de cette ligne de vision en disant on ne peut pas être juste dans on va supprimer, quoi. Il faut au contraire savoir reconnaître qu'il y a une vraie vertu à l'interruption. C'est un autre article de 2014 qui dit la même chose en parlant des situations à haute densité de travail. Je ne veux pas vous lire les articles parce que c'est pas intéressant, c'est juste percevoir cette inflexion qu'il y a depuis 2014, qui vraiment est très forte. Hein. C'est arrêtons de chercher juste à croire que le problème de l'interruption c'est de les réduire. Parce que ça c'est une mauvaise entrée dans la recherche. Et bon voilà, il y a pas mal d'articles depuis 2014 qui s'accumulent. Alors, je voulais juste terminer par 3 slides. Bonne ou mauvaise question de recherche. Contre-productif. Poser de mauvaises questions, ma réponse sera nécessairement erronée. Comment supprimer les interruptions? Comment supprimer les erreurs? Comment supprimer les erreurs? Ça fait 20 ans que Jim Reason nous dit « posez pas cette question parce qu'elle est nulle ». Et comment supprimer les interruptions? C'est la nouvelle mauvaise question. Donc, supprimer ça du langage, c'est pas fait pour la recherche. Peu utile. Faire un énième calcul de la fréquence des interruptions dans les tâches collectives médicales dont la seule sanction serait le repérage des erreurs. Si vous faites une observation qui est récupère les interruptions à travers les erreurs qu'il y a derrière, c'est déjà écrit, ça n'apportera aucune solution, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer derrière non seulement celles qui apportent des erreurs, mais celles qui sont bénéfiques. Et donc vous allez être à contre-production. Donc si le travail doit être fait d'observation, il ne faut pas qu'il soit collecté à charge. Il faut qu'il soit collecté dans le positif et le négatif. Ce qui suppose une complexité des protocoles très supérieure, parce que le codage est nettement supérieur quand on va faire le positif et le négatif en même temps. Donc bon, mais il faut l'intégrer. Très utile. Comprendre les mécanismes de gestion des interruptions et favoriser ceux qui sont gagnants. C'est-à-dire pas travailler finalement uniquement sur l'interruption par interruption, mais comprendre comment l'opérateur médical traite ces interruptions et favoriser de toute façon une tactique du vivre avec 4 poches de regard particuliers qui sont effectivement dans la littérature importante, la gestion des nouveaux médias, mais c'est pas là encore pour les supprimer, hein. On ne va pas les supprimer, mais il faut apprendre à les gérer, donc il y a des pistes sur l'apprentissage interne pour les gérer. Les appels patients, qui sur une mater, une réa ou certains services clés de l'hôpital sont extraordinairement importants, extraordinairement perturbants, extraordinairement complexes à gérer. Donc c'est une vraie littérature. Là aussi, hein, c'est pas déjà la moitié de la pièce, mais il n'y a pas de réponse qui soit finale sur qu'est-ce qu'il faut faire. La gestion des médicaments et la gestion des échanges dans l'équipe. Juste pour vous donner un exemple, une thèse, c'est une thèse de Sophie Serre-Fournier qui a été faite à la Mater de Rouen, j'étais dans son encadrement. Elle a pris sur plusieurs mois l'ensemble des appels qui arrivaient sur la maternité et comment ils étaient gérés de la part des futures mamans. Et franchement, elle n'a pas regardé les interruptions, elle a juste regardé ce qu'on répondait. Et qui répondait. Si elle avait regardé les interruptions, il y avait 3 thèses de plus. Hein, parce que non seulement il y a des gens qui répondent et qui ne devraient pas répondre ou qui répondent mal, mais en plus, tous les gens qui répondent sont interrompus. Et donc, il y a derrière un mécanisme de séquence. Mais vous voyez, ça vous donne aussi le mécanisme. C'est l'interruption a un but. Est-ce que le but, c'est-à-dire là, répondre au patient, en lui-même est déjà poursuivi? Et après, l'interruption a un inconvénient. Il interrompt évidemment la personne qui répond. Et les deux choses sont à regarder quand vous faites une observation pour avoir un total de réalité. Je voulais vous dire que sur le site de la prévention médicale que je tiens, il y a des biblios, et notamment une biblio sur distraction et interruption, qui à mon avis est assez à jour. Si vous voulez avoir la biblio à jour, je la tiens normalement, allez-y. Ça s'appelle, vous rentrez par revue de questions thématiques, et vous avez l'ensemble vous avez 1600 articles qui sont codés. Il y en a une cinquantaine sur interruption, et sur les 50, vous avez à chaque fois le renvoi à l'article source en anglais avec un résumé en français. Donc servez-vous-en, et comme dit Philippe, autant se faire de la pub. Donc le dernier bouquin, il est en téléchargement gratuit, servez-vous-en aussi. Merci.